Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Rachid Boufous. Un plaisir de vous recevoir sur le ring. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes écrivain et observateur politique. C'est comme ça qu'on vous présente ? Oui. Bien, merci en tout cas une fois de plus d'être parmi nous aujourd'hui. 3 rounds thématiques pour ce débat sur le ring, l'ODJ TV Radio avec vous. Premier round au lendemain des législatives anticipées en France, en tout cas concernant le premier tour. L'extrême droite va-t-elle gouverner la France, avec un point d'interrogation? Vous nous direz ce que vous en pensez. Deuxième round, le RN, Rassemblement National, est-ce que selon vous c'est un parti pro-marocain? Point d'interrogation. Et enfin, troisième round, se dirige-t-on vers de moins en moins de visas et de plus en plus d'expulsés, ces fameux OQTF que la France veut expulser chaque année et dont il y a une partie de cette population qui est marocaine. Donc est-ce qu'il y aura de moins en moins de visas et de plus en plus d'expulsés selon vous? Rachid Boufous, premier round sur est-ce que l'extrême droite va pour la première fois dans l'histoire de la politique française gouverner la France? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais présenter mes sincères condoléances à Sa Majesté le Roi et à l'ensemble de la famille royale suite au décès de la princesse royale Latifa Mahzoun, et que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Et j'espère que dans ce moment difficile, je vois que l'émotion a touché beaucoup de Marocains, mais il faut aussi respecter ce deuil. On a vu dernièrement dans les réseaux sociaux des photos, des fake news, des fake photos d'ailleurs, qui ne sont pas celles de la personne. Donc d'où un communiqué du Palais Royal. Donc je demande aux Marocains de respecter ce deuil, celui d'une famille et celui bien sûr aussi du peuple marocain, mais c'est surtout d'une famille dans ce moment douloureux. Alors pour répondre à votre question... L'extrême droite va-t-elle gouverner la France au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives anticipées? Alors par rapport aux projections qui ont été établies hier à partir des intentions de vote et les premiers résultats du premier tour, donc du 30 juin 2024, vraiment, on se trouve dans une configuration inédite de l'Assemblée nationale française où nous avons face à face deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça joue à quelques sièges pour avoir justement la majorité absolue pour l'un ou l'autre camp, la majorité absolue étant à 289 sièges. Mais je pense que le Rassemblement national va gouverner quand même, parce que vu les apports de gens de droite, etc., et des diverses droites, je pense plutôt que le Rassemblement national va gouverner. Donc ça veut dire que le Rassemblement national, en l'occurrence clairement l'extrême droite, oui, selon vous, va se retrouver aux responsabilités à Matignon, oui. Jordan Bardella à Matignon, dans la semaine du 8 juillet, c'est ça? Si les intentions de vote restent elles-mêmes, et à moins d'une mobilisation hors norme dans la semaine qui approche, je pense que le RN est parti pour gouverner. Il y a une série aussi, il y a énormément de circonscriptions où il va y avoir des triangulaires. Tout à fait. Donc un candidat d'extrême gauche, un candidat d'extrême droite et un candidat du camp dit présidentiel, avec des consignes de vote qui ont clairement été données par la gauche, par l'extrême gauche, par le camp présidentiel aussi, sur faire barrage au RN. Donc vous vous dites que malgré cela, ça n'empêchera pas l'extrême droite de gagner ou de gagner et d'obtenir la majorité absolue. Parce qu'il y a gagner et avoir la majorité absolue. Ce vote, qui n'est que le report en quelque sorte des intentions exprimées lors des élections européennes. On a vu le RN arriver en tête. Des partis en France. Donc c'est le même résultat à peu près, hein, 34%. Alors que ce n'est pas la même élection. Ce n'est pas la même élection, ce n'est pas le même objectif, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ça témoigne d'un malaise profond de la société française aujourd'hui, qui a très envie de changer d'élite de gouvernement, enfin de gouvernance, et que on se souvient très peu des événements des dernières années. Il y a eu le grand ras-le-bol des Gilets jaunes pendant très longtemps. Puis bon, il y a eu le Covid qui a été très mal géré par les gouvernants en France.
Et puis un certain nombre de choses, même une situation économique avec une inflation galopante. Oui, mais avec de moins en moins de chômage aussi, donc certains ne comprennent pas pourquoi il y a ce vote sanction aussi violent à l'égard du président. Il y a un mal-être aujourd'hui. Hier, quand on voyait les préoccupations des votants du RN, qu'est-ce qui a attiré leur attention pour voter pour le Rassemblement national, c'était en premier lieu le pouvoir d'achat, en deuxième lieu l'immigration, d'accord, et en troisième lieu les problèmes de santé, etc. Donc, ça veut dire que la rhétorique habituelle du Rassemblement national qui était focalisée sur l'immigration, sécurité, etc., immigration, est revenue en second ordre. Donc, c'est vraiment des choses liées au quotidien des Français. Donc, ça veut dire quoi, une société malade, dans une société qui connaît une situation économique difficile, malgré ce que vous dites, la reprise donc, de l'emploi. N'empêche que globalement, il y a un ras-le-bol, il y a des aspirations nouvelles. Donc il y a quand même 12 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Ce n'est pas rien sur une population de 60 millions. Je précise en vous présentant que vous êtes écrivain. Oui. Écrivain, penseur, vous lisez beaucoup. Oui. Est-ce que vous êtes, vous, choqué, surpris, profondément déçu par le fait, c'est une question, par le fait que demain la France risque fortement d'être dirigée par un parti d'extrême droite? Non, les idées d'extrême droite ne sont pas nouvelles en France. Elles ont démarré de manière institutionnelle avec le général Boulanger à la fin du 19e siècle. Bon, après, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu dans les années 30, tous les extrêmes, la cagoule, etc. Bon, tous les gens qui ont combattu le Front populaire de 1936, de Léon Blum, etc. C'est-à-dire, il y a un historique aujourd'hui de la droite extrême en France. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, ça a été institutionnalisé donc, par le Front National qui, encore une fois, a été fondé par des Waffen-SS avec Jean-Marie Le Pen en 1972. Donc il n'a éclos vraiment que dans les élections de Dreux en 1983. Quand François Mitterrand a changé donc déjà les règles du jeu, il est passé de la proportionnelle, etc. Puis ça a permis au Front National pour la première fois d'arriver à l'Assemblée nationale en 1986. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un parti nouveau. Je pense que la démocratie marche très bien. Le peuple s'exprime, il a voté. Bon. Donc vous, ça ne vous dérange pas qu'un parti d'extrême droite dirige la France demain? Ça ne vous dérange pas que demain, il y ait de plus en plus de stigmatisation et de discrimination à l'égard des populations de culture, de confession musulmane? Un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, alors qu'une arrivée de l'extrême gauche ne me gênerait pas. Non, les deux extrêmes me gênent, effectivement. Je ne suis pas votant français, mais je pense que le peuple français s'est exprimé par rapport à des préoccupations, par rapport à des peurs, par rapport à des choses. On peut après discuter sur qui alimente ces peurs, etc. On peut en parler après. Mais pour vous, est-ce que c'est un vote d'adhésion ou c'est un vote en réaction à des peurs à l'égard des extrêmes? C'est un vote sanction. Il n'y a pas de vote d'adhésion quand on voit le score du Front National avec une mobilisation extrêmement forte au niveau de l'élection, de ce premier tour des élections législatives. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un vote sanction ou plutôt d'un vote d'adhésion? Je pense que c'est un vote de sanction, pas simplement contre Macron, mais contre une technostructure et une élite d'énarques et de gens, c'est-à-dire issus du même moule universitaire qui gouvernent la France depuis le début de la Ve République, depuis 1958. Et je pense que les Français ont voté contre cet entre-soi élitiste bourgeois qui ne se préoccupe pas trop de leurs besoins au quotidien, beaucoup plus que une adhésion à des idées xénophobes. Parce qu'encore une fois, il y a de ça aussi, mais toujours est-il que quand on voit le programme du Rassemblement national, ça ne se tient pas économiquement, ça ne se tient pas socialement, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus un ras-le-bol. Est-ce que ça veut dire que la France va le payer, ça, plus tard? Ah, c'est sûr, de toutes les façons. Oui, bien sûr, de toutes les façons. Ce que j'avais écrit sur un post que j'ai fait juste avant les élections, j'ai dit que Macron, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, voulait rejouer le coup de François Mitterrand en 1986 avec la cohabitation, l'arrivée de la droite et de Jacques Chirac comme Premier ministre. Ça a été la fin de la droite, c'était le début de la fin de la droite parce qu'elle a été laminée après. C'est ce qu'il veut faire. Il veut user
le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, parce que le pouvoir use de toutes les façons, et on n'a jamais vu un gouvernement qui arrive en cohabitation qui, après, transforme cela en arrivée au gouvernement à travers la présidentielle. Ça n'a jamais été vu. C'est ce qu'a voulu jouer Macron. On va voir dimanche ce qui va être fait. On va passer justement au deuxième round. Rassemblement national, un parti pro-marocain. Parce que dans cette extrême droite qui arrive aux responsabilités et qui gouvernerait la France, il ne faut quand même pas oublier, il faut toujours avoir l'esprit, il y a à peu près entre 1,5 et 2 millions de Marocains qui vivent en France, les binationaux, ces étudiants aussi marocains qui sont donc de plus de 40 000. Est-ce que le RN, selon vous, est un parti pro-marocain? Il y a eu des déclarations qui ont été faites par Marine Le Pen par rapport au Maroc. Jordan Bardella aussi a fait des déclarations donc sans surprise, bon, qui ont surpris, mais qui sont pro-marocaines, effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que... Sur l'intégrité territoriale, vous parlez particulièrement ou sur d'autres sujets? Sur l'intégrité territoriale, il a dit que le peuple marocain était un peuple frère, oui. Donc on prend note de ces déclarations. Maintenant, mais Jordan Bardella n'a jamais dit, si j'arrive aux responsabilités et si j'arrive à Matignon, je reconnaîtrai, par décret, comme l'a fait Donald Trump en décembre 2020, je reconnaîtrai l'intégrité territoriale du... C'est ça la réelle politique, parce que quand on arrive au gouvernement, bah, souvent les partis même qui étaient franco-marocophiles ont changé de position. Enfin, ils ont essayé de maintenir une neutralité ou un juste milieu entre l'Algérie et le Maroc. Ça a toujours été comme ça. Et, ça ne sera plus le cas avec le RN, selon vous? En même temps, c'est ce que je vous ai dit, entre Rabat et Alger, avec la réelle politique. Il peut y avoir un penchant pour le Maroc. Je ne pense pas qu'il sera très... parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en ligne de cause. Et on va voir. Toujours est-il que les intentions sont là. Enfin, il y a des déclarations positives par rapport au Maroc. Il y a quelqu'un qui disait il y a quelque temps, en France, on démarre toujours un septennat avec Alger, on les termine avec le Maroc. Donc pour voir un peu que c'est toujours fluctuant. Sauf que là, c'est un quinquennat. Alors, et là, c'est l'extrême droite qui se rebond aux responsabilités. Aujourd'hui, l'extrême droite a toujours exprimé une animosité affichée par rapport à l'Algérie, parce qu'ils ont clairement dit qu'ils allaient revoir le traité d'amitié franco-algérien de 1968, qui fixe les conditions de résidence des Algériens en France. Il faut savoir que c'est la seule communauté donc, du Maghreb et même d'Afrique qui a énormément d'avantages en matière de résidence en France. Donc je pense que c'est cela aussi que les pays maghrébins demandent aussi à la France, qu'il y ait un équilibre. De toutes les façons, aujourd'hui, qu'ils disent qu'ils sont pour la marocanité du Sahara ou pas, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est dépassé parce que nous avons de grandes puissances aujourd'hui qui sont avec le Maroc sur la question d'intégrité territoriale. Rachid Boufour, certains considèrent que, d'ailleurs j'ai écouté dernièrement Emmanuel Dupuy, le président de l'Institut de prospective et sécurité en Europe, qui considère que le Rassemblement national aura et adoptera une position tranchée sur l'intégrité territoriale. Il est un peu dans l'idéologie de Donald Trump. Voilà, de ces dirigeants-là, et que du coup, en même temps, ça sera beaucoup plus clair sur cette question-là avec le Rassemblement national qu'avec le parti Renaissance ou autre. Toutes les façons, Macron, ces derniers mois, était sur le même chemin. On a vu certaines déclarations, etc., notamment du ministre des Affaires étrangères françaises, etc. Donc la France a évolué sur ce sujet. Malheureusement, Macron a pensé qu'il allait jouer une carte algérienne au début de son premier quinquennat. Bon, ça n'a rien donné, malgré tout ce qu'il a offert comme concession. Aujourd'hui, il revient, après la fâcheuse histoire des écoutes, Pegasus, etc., il revient à de meilleurs sentiments envers la France. Ce n'est que justice envers notre pays, parce qu'il voit encore une fois que le Maroc reste le pays le plus stable d'Afrique du Nord, et c'est là où le business se fait, même en Afrique aujourd'hui, pour faire, les grands groupes internationaux l'ont compris, pour exister en Afrique, il faut ouvrir une succursale au Maroc. Donc ça veut dire que pour vous, le RN est un parti pro-marocain? Pro-marocain, on verra sur les faits. Enfin, mais de prime abord, vous dites effectivement. Moi, je vois juste il a toujours été, il s'est toujours exprimé en faveur du Maroc. Maintenant, dire est-ce qu'il va aller au-delà de ces simples déclarations vers une reconnaissance de fait de la marocanité du Sahara.
Peut-être, mais de toutes les façons, cette question aujourd'hui est dépassée parce qu'il n'y a plus d'autre solution pour régler ce problème que dans le cadre de la proposition marocaine d'autonomie donc du Sahara. Rachid Boufouz, justement, certains considèrent que si le Rassemblement national obtient et arrive à avoir la majorité absolue, Jordan Bardella se retrouverait à Matignon, et donc du coup, le gouvernement Macron se retrouverait face à une cohabitation largement dominée par des ministres du RN. Ça voudrait dire aussi un président de la République affaibli, qui pourrait être martyrisé politiquement par le RN et par Jordan Bardella. Est-ce qu'en matière de politique internationale et de politique étrangère dans la région, est-ce que là du coup, du Emmanuel Macron au Maroc, portant la voix un peu marocaine, ça va être difficile? De toutes les façons, dans toutes les cohabitations qui se sont succédées, à savoir celle de François Mitterrand avec Jacques Chirac, celle de François Mitterrand avec Édouard Balladur, celle de Jacques Chirac avec Lionel Jospin, la politique internationale, la politique étrangère de la France relève du domaine réservé du président de la République. Sauf que ça n'a plus le cas cette fois-ci. Marine Le Pen s'est exprimée là-dessus la semaine dernière. Elle ne pourra pas le faire. Et Jordan Bardella l'a fait aussi, même s'il y a un attribut constitutionnel qui attribue, elle ne pourra pas le faire. Attribue beaucoup plus théoriquement le pouvoir de la politique internationale et étrangère au président de la République. Tout est validé par le gouvernement et à l'Assemblée nationale, c'est par le vote. Par le vote. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui en France, en tout cas demain, d'avoir, c'est pas le président qui décidera de tout, il faudra l'aval du gouvernement et le vote de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette équation-là complique les choses pour nous? Je pense qu'on ne lit pas assez bien la Constitution française qui est très précise là-dessus, sur le domaine réservé, le domaine partagé. Donc il y a tout ce qui est relations internationales, enfin politique étrangère, qui relève quand même de l'image de la France. Hein. C'est relève de la présidence de la République française et du président français. Je pense qu'il ne partagera pas cela, quelles que soient les déclarations de Marine Le Pen. Et puis il y a une réalité, encore une fois, du pouvoir. Quand on arrive, il y a toujours des déclarations fanfaronnantes, en quelque sorte, avant les élections. Après, quand on rentre au pouvoir, c'est autre chose, parce qu'on se retrouve avec une réalité économique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Europe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que, encore une fois, Marine Le Pen a beaucoup plus des sympathies russes. Hein. Pas que russes, des sympathies polonaises, des sympathies hongroises, des sympathies autrichiennes. Toutes les dictatures et les gens d'extrême droite, enfin, qui gouvernent un peu partout dans le monde. Qui sont en croissance dans les Europe. Aujourd'hui, la France, en tant qu'État, est engagée dans de grands processus, notamment dans la guerre de l'Ukraine avec la Russie, etc. Je pense que il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les États-Unis derrière, donc il y a l'OTAN. Je ne pense pas que, franchement, on puisse changer la donne aujourd'hui. Il y aura peut-être. Je pense que le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir en France, je pense qu'il a plus intérêt à s'attaquer aux problèmes internes, à résoudre donc la grave crise économique, de résoudre ces problèmes liés à l'immigration, etc., qui sont l'objet de son programme politique, beaucoup plus que d'aller chercher des légitimités à l'international. Vous avez vu comment, d'ailleurs c'est tombé ce matin, la création d'une nouvelle extrême droite à travers l'Europe, au Parlement européen, qui pourrait justement titiller, beaucoup plus que titiller, la coalition qui a été remise en place au sein de l'Union européenne. Nous, avec l'Europe, c'est le premier partenaire commercial. Tout à fait. On est bien d'accord, il y a différents accords. Le deuxième, parce que l'Espagne a pris le... Voilà, mais l'Europe, c'est 65% des échanges commerciaux entre nous et l'Europe. Tout à fait. Des accords de pêche. Tout à fait. Les accords agricoles. Tout à fait. Il y a aussi des accords de mobilité, donc un partenariat particulier là-dessus. Est-ce que est-ce qu'il faut nourrir des craintes? Est-ce que vous nourrissez des craintes un peu là-dessus ou pas, Rachid Boufouz? Non, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les politiques n'ont pas beaucoup de prise sur les affaires de leurs États, quels qu'ils soient, parce que c'est aujourd'hui la donne économique qui régente tout. Donc on voit les intérêts économiques avant de voir les intérêts politiques. Et les intérêts économiques sont très forts entre le Maroc et l'Union européenne, entre le Maroc et la France, entre le Maroc et l'Espagne. Très bien. Donc, tous ces gouvernants que vous avez dit, etc., qui sont aussi très jeunes, hein, on n'a jamais vu autant de gouvernance mondiale jeune, très bien, qui manque d'expérience aussi. Mais quand elle est confrontée aux réalités économiques, elle revient à de meilleurs sentiments, notamment avec le Maroc, parce qu'elle voit que le Maroc est un pays qui est là depuis plus d'une dizaine de siècles. C'est toujours le même système monarchique depuis Jules César, donc c'est un pays stable. Donc c'est un pays stable, c'est un pays qui offre beaucoup de sécurité pour les investissements. Et je l'ai dit, là, si on veut faire aujourd'hui du business en Afrique,
il faut être au Maroc, hein, à Casa Finance City, ou avoir des succursales marocaines, etc. Le Maroc est devenu vraiment ce qu'il a cherché à faire depuis une quarantaine d'années avec Feu Sa Majesté Hassan II. De fabriquer un hub. Sa Majesté Mohamed VI l'a brillamment Donc transformé. vous dites clairement, on est intouchable. Aujourd'hui, le Maroc est sur tous les radars internationaux. C'est une puissance émergente au vrai sens du terme. C'est un pays qui est à l'entrée donc du détroit de Gibraltar et qui est la plus grande façade sur l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est un pays incontournable dans le commerce international, dans le développement économique vers l'Afrique. Et si vous avez des gouvernants un tant soit peu intelligents, c'est au Maroc qu'ils devraient favoriser leurs capitaines d'industrie, leurs industriels pour venir s'installer. Troisième round, est-ce qu'on se dirige vers, dans l'hypothèse hypothétique du Rassemblement national donc, qui remporterait les élections, avec ou pas d'ailleurs de majorité absolue, parce qu'il y a aussi véritablement cet enjeu-là aujourd'hui et pour les jours qui vont suivre jusqu'à dimanche, date du deuxième tour du scrutin. Est-ce on se dirige vers un modèle où il y aura de moins en moins de visas qui seront délivrés aux concitoyennes et concitoyens marocains et de plus en plus d'expulsés marocains de France, de l'Hexagone, vers le Maroc? Est-ce que c'est vers ça, c'est cette nouvelle équation, voire péréquation, vers laquelle on se dirige, selon vous, Rachid Bouhfous? Alors, ce qu'on a déjà remarqué depuis 2 ans, 3 ans, après la fin du Covid, c'est une migration positive de toutes les élites françaises d'origine marocaine ou même algérienne ou tunisienne, qui ont été à un certain moment intéressés pour aller au Moyen-Orient, à Dubaï, etc., mais qui reviennent aujourd'hui au Maroc, parce qu'ils ont trouvé justement ce qu'ils cherchaient au Maroc, un climat économique très serein, une sécurisation de leurs investissements. Donc il y a beaucoup de ces jeunes de 3e, 4e génération qui n'ont plus aucun lien avec le Maroc, ne serait-ce que les liens parentaux et les histoires que leur racontaient leur grand-père et leur arrière-grand-père sur le Maroc, mais ils viennent au Maroc, ils se sentent totalement marocains, ils viennent investir au Maroc. C'est parce qu'il y a eu un ras-le-bol de cette élite en France, parce qu'elle a été stigmatisée en France, justement par des médias. Ça, c'est pour l'élite d'origine marocaine. Maintenant, moi, je vous parle de ces. Vous savez, la France opère depuis quelques années à lister, en tout cas, les OQTF, là, cette obligation de quitter le territoire français. Oui. C'est entre 100 et 120 000 par an, avec un taux d'exécution relativement faible. D'ailleurs, le Rassemblement national a décidé de hisser le taux d'exécution effective des expulsions de 10-12% à quasiment 100% à terme. L'immigration n'est pas simplement maghrébine. Dans ces OQTF, il y a les premières populations expulsées, c'est les populations d'origine algérienne, suivent les populations marocaines et suivent les populations tunisiennes. Est-ce que pour vous, on va mettre en place, il va se mettre en place tout doucement une forme un peu de chantage, c'est-à-dire autant de visas que d'expulsions que vous autorisez sur votre territoire? Encore une fois, les visas, c'est pas la France qui la donne, c'est un système européen, c'est ce qu'on appelle le territoire Schengen. Hein. C'est pas simplement quand vous déposez une demande de visa, même si la réponse de la France peut être positive, ils attendent la réponse des 26 autres États par rapport à votre demande. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simplement l'apanage d'un pays par rapport à... Non, mais les Marocains, le pays où le nombre de visas est le plus demandé, c'est la France. Oui. À partir du Maroc, c'est ça que je veux dire. À partir du Maroc. Aussi, le Maroc, quand on met dans la balance, aujourd'hui, la première communauté d'étudiants en France, c'est la communauté marocaine. Plus de 40 000. Dans les grandes écoles, notamment à Polytechnique, notamment à Pont-et-Chaussée, etc., c'est toujours les Marocains qui tiennent le haut du pavé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des déclarations d'universitaires français qui disent aujourd'hui, on est stupéfait et ravis par le niveau scolaire donc, des Marocains, et ils veulent ouvrir même des succursales d'universités et de grandes écoles au Maroc. D'ailleurs, ils ont assoupli le visa pour les étudiants. Tout à fait. Alors, par rapport à cette histoire... Par rapport à ces populations en situation ou irrégulière qui ont été condamnées pour des crimes et délits, est-ce qu'on va devoir, selon vous, Rachid Bouhfous, accepter avec beaucoup de souplesse et d'agilité le fait que la France, demain, dirigée par l'extrême droite et le Rassemblement national, nous oblige, entre guillemets, politiquement ou diplomatiquement avec les forces, à recevoir sur notre sol des gens qui sont expulsés de France, qui sont d'origine marocaine. Écoutez, c'est toute la problématique de la gestion des flux migratoires
en France, mais aussi en Europe. On ne sait pas gérer tout cela. La solution de facilité, ce sont ces obligations de quitter le territoire. Encore une fois, ce sont des dispositions régaliennes propres à chaque État. Donc, ils agissent en fonction de leurs intérêts, d'accord ? Il faut respecter aussi le fait que... Est-ce qu'on aura intérêt demain à accueillir ces populations expulsées de France d'origine marocaine sur notre sol? C'est là où aujourd'hui, je dis qu'il faut revoir les accords d'amitié, de bon voisinage, de coopération économique, etc., pas simplement avec la France, mais avec toute l'Europe. Et le volet migratoire est un volet très important parce qu'encore une fois, le Maroc ne peut pas continuer à jouer le gendarme de l'Europe au sud, parce que quelles que soient les aides, ils disent que nous aident, etc., mais n'empêche que aujourd'hui, il y a un problème. Le Rassemblement national appelle à la baisse des aides de développement. Aujourd'hui, il y a un problème de misère, il y a un problème de sous-développement économique dans tout le continent africain. Et si les Européens n'arrêtent pas de juste pomper les richesses, si je puis dire, des Africains, tout en les ignorant, d'accord, ça ne se réglera. C'est pour ça que le Maroc, et Sa Majesté l'a très bien compris, aujourd'hui, c'est le seul pays qui offre vraiment un véritable moteur de développement en Afrique, avec le gazoduc Nigeria, Maroc, Europe, et aussi avec la façade atlantique qu'il veut offrir aux pays du Sahel. Aucun pays européen jusqu'à présent n'a eu cette intelligence de dire que si on veut arrêter les flux migratoires, il faut développer les pays en amont. Ça, j'entends bien ce que vous dites, Chiboufous. L'autre réalité et la réelle politique, c'est que de plus en plus de pays à travers l'Europe aujourd'hui, ou sont dirigés par des partis d'extrême droite ou sont influencés directement par des partis d'extrême droite. Est-ce que donc du coup, quand j'écoute votre propos, est-ce qu'il y a un risque d'hypertension aux frontières, Frontex, entre les frontières de l'Europe et des pays du sud essentiellement de l'Europe et les pays du nord de l'Europe, du continent, pardon, dont le Maroc. Est-ce que valeur aujourd'hui, c'est moins de visas qui vont être délivrés, moins de circulation, moins de mobilité au niveau des frontières? Est-ce que ça veut dire aussi que d'un côté, le Maroc va être sollicité pour faire le gendarme de l'Europe et l'accepter, ou alors effectivement se dire voilà, ces pays du nord de l'Afrique aussi, se dire envoyer un message aux Européens en disant écoutez, nous on n'est pas là pour assumer les décisions politiques que vous allez prendre. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des tensions économiques, s'ensuivent des tensions politiques et l'émergence d'extrémisme. On l'a vu en Italie, l'arrivée de Meloni, l'extrême droite en Italie. Bon, vous voyez l'Italie aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose. Entre le discours discriminatoire, xénophobe d'avant les élections et la réalité politique, économique du pays, l'Italie a mis en place un tunnel direct avec la Tunisie pour gérer les flux migratoires et la migration. Est-ce que nous, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende aussi à ce que la France décide de mettre un tunnel en place, une connexion, j'ai dit tunnel, c'est-à-dire une connexion directe avec le Maroc pour la gestion des flux migratoires? Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre de l'intelligence dans les relations maroco-françaises. Je pense qu'il faut monter d'un cran et puis se dire qu'aujourd'hui, nous avons une histoire commune, nous avons aussi un destin commun. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement aujourd'hui passer par une tension politique, ça ne réglera pas le problème. Je pense qu'il faut renégocier les accords et je pense que les Français, s'ils sont intelligents, devraient donner plus de visas aux Marocains, assouplir les conditions de résidence des Marocains en France. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est le retrait du droit du sol, peut-être demain le droit du sang. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas sur le même logiciel là. On joue aujourd'hui dans les populations maghrébines qui vivent en France, ce sont les populations marocaines qui causent le moins de problèmes, donc c'est des populations qui sont travailleuses et donc qui sont appréciées aussi par les Français. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en dehors de la loi. La loi est là pour réguler cela. Mais je pense qu'il faut renforcer la coopération économique entre le Maroc et la France et entre le Maroc et l'Espagne et même avec l'Europe encore plus et aller vers encore un plus d'assouplissement sur l'histoire des visas parce qu'encore une fois, cette histoire des visas, elle est faite surtout pour calmer les populations locales en Europe. Vous voyez, quand moi je regarde les cartes des votes en France, etc., là où le RN a fait le plus de voix,
c'est dans des villages, dans des départements où ils n'ont vu aucun étranger de leur vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont juste écouté à travers les médias, la presse, etc., cette surenchère politicienne, surtout parisienne, hein, contre les problèmes migratoires, qui aujourd'hui pour l'Europe, encore une fois, et pour la France, c'est une richesse l'immigration. Parce qu'encore une fois, on va vers des populations vieillissantes à travers le monde. En Allemagne, l'Allemagne l'a très bien compris, la France va être obligée d'autoriser plus de migrants chez elle parce qu'il y a des gens, ce sont ces gens-là qui vont travailler, qui vont financer les pensions et les retraites dans les 20-30 prochaines années. C'est pas l'engagement politique qu'a pris le la réalité dans son programme et dans ses discours politiques, c'est pas plus de migrants. La réalité politique va rattraper effectivement cela et ils vont mettre beaucoup dans leur vin, comme on dit, et vont assouplir. S'ils ne le feront pas maintenant, ils le feront dans 15-20 ans, parce que, encore une fois, les flux migratoires, l'immigration est toujours un atout pour un pays, quel qu'il soit, parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui sont travailleurs et qui vont payer leurs impôts et qui vont payer aussi les pensions des futurs retraités. Ça, c'est les discours des économistes, effectivement, les chefs d'entreprise, pour faire face à la décroissance et au vieillissement de la population. Rachid Boufouz, dernière question. Il y avait Gabriel Attal, qui n'est plus Premier ministre aujourd'hui, en fait, qui était attendu début juillet. Début juillet au Maroc, donc là maintenant ça ne se fera plus. Il y avait, à cette époque-là aussi, il y avait l'information, information de la venue d'Emmanuel Macron qui serait programmée cet automne, donc, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en France et à Paris plus particulièrement. Est-ce que dans cette séquence politique et dans cette projection du RN au gouvernement, donc une cohabitation, est-ce que voyez-vous Emmanuel Macron venir au Maroc à la rentrée? Bien sûr, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche, parce qu'encore une fois... Mais il viendrait seul s'il vient? Ou il sera accompagné de ministres du Rassemblement national? Avec les ministres du Rassemblement national, encore une fois, le Maroc reçoit le représentant d'un pays et pas les représentants de partis politiques, encore une fois, c'est un niveau supérieur. Et de toutes les façons, on va vers un dégel des relations franco-marocaines, un assouplissement des conditions de délivrance des visas. Je pense que Macron a compris maintenant qu'il faut aller vers ça. Nous avons aujourd'hui au Maroc un excellent ambassadeur de France, M. Christophe Lecourtier. Qui pourrait ne pas rester d'ailleurs si le RN arrive au pouvoir. Non, parce que les diplomates diplomates ne sont pas sur la même logique. Il y a 170 diplomates qui ont déjà fait part du fait qu'ils ne seront pas ambassadeurs d'un gouvernement du RN, dirigé par le RN. Aujourd'hui, avec ces diplomates de grande qualité, d'accord, qui sont au Maroc, diplomates français, il y a un formidable travail aujourd'hui qui est fait, non seulement sur la promotion de la culture, sur la politique des visas qui est en train d'être assouplie, sur pas mal de choses. Et encore une fois, c'est cette France que nous aimons, c'est cette France que nous voulons, humaniste, pays des Lumières, et pas, je ne pense pas que la France va changer du jour au lendemain. Avec le RN, il y a autant de lumière, c'est pour vous? Je parle d'un pays. Non, mais un pays, il est dirigé par des politiques, il y a un gouvernement. Est-ce que ce pays des Lumières que vous évoquez, Rachid Boufouz, est-ce qu'avec le Rassemblement national, est-ce qu'il y aura autant de lumière ou il y aura moins de... Je pense qu'en France, même s'il y a eu, à travers le passé, je vous ai raconté qu'au début à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu de fortes tensions xénophobes, de fortes tensions antisémites, de fortes tensions de l'extrême droite en France, et malgré cela, tout cela a été dépassé parce qu'à chaque fois, à chaque génération, il y a des décideurs qui arrivent, qui changent la donne. Il y a eu le général de Gaulle qui a changé la donne, etc. Il y a eu François Mitterrand, il y a eu le président Pompidou, etc. Donc je n'ai pas peur pour cela. Je n'ai pas peur de l'arrivée du Rassemblement national. Donc la lumière restera allumée en France? Toujours tant que les Français garderont justement cet esprit qui fait le French flair. Voilà, et puis la French touch aussi. French touch, oui. Et de toute façon, ce n'est pas une élection qui fait un pays, c'est plutôt l'inverse. Donc je pense que c'est quand même un pays qui a plus de 2500 ans d'existence. Je pense qu'il sera là encore et qui nous étonnera. Et l'intérêt des Marocains, encore une fois, c'est de consolider et de renforcer cette coopération avec la France. Je pense que les décideurs marocains sont assez intelligents pour ne pas envenimer y compris avec le RN. Y compris avec le RN aux responsabilités. Parce qu'encore une fois, le Maroc travaille avec un État, ne travaille pas avec des entités. Et encore une fois, il y a une réalité économique, la fameuse réelle politique, qui, à la fin, décide
de ce qui doit être fait. Merci infiniment Rachid Boufous, écrivain, observateur politique, observateur politique et puis qui a donné son analyse, ses démarches analytiques sur les véritables enjeux parce qu'il y a cet entre-deux tours de ces élections. Certains pourraient se dire mais pourquoi un ring l'ODJ TV Radio là-dessus? On pourrait répondre de manière très succincte, c'est qu'il y a un intérêt mutuel et conjoint autour de vrais sujets. Il n'y a pas que l'intégrité territoriale, même si la priorité nationale de l'ensemble des Marocaines et des Marocains, mais il y a aussi 2 millions de Marocains qui vivent en France. Il y a un contingent d'étudiants marocains qui rejoignent les écoles françaises chaque année. Bien sûr. Et il y a cette histoire et ce destin commun. Tout à fait. Merci infiniment à vous, Rachid Boufous, et à très bientôt. Merci. À bientôt. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.